Alors, chers amis, on vous l'avait annoncé, notre après-midi se poursuit avec des réflexions, disons, plus ciblées. On va d'abord avoir une table ronde de philosophes, de sociologues, d'intellectuels sur la condition, justement, faite aujourd'hui aux défenseurs de l'esprit de Charlie que nous sommes. Peut-on être encore et toujours Charlie dans l'espace public? C'est la table ronde que je vais avoir le plaisir d'animer. Et je vais donc appeler par ordre dispersé ces différents participants. Ils sont 7. Catherine Kinsler, qui est philosophe, va nous rejoindre. Caroline Fourest, une compagne d'armes qu'il est inutile de présenter, bien évidemment. Notre amie Delphine Horviller, qui est rabbin et philosophe. Notre ami le philosophe Pascal Bruckner. Jean-Luc Petit-Huguenin, qui dirige la société Paprec. Le sondeur Stéphane Rosès, président de CAP. Bonjour Stéphane. Le professeur de philosophie, chroniqueur, journaliste à Europe 1, Raphaël Antoven. Et nous sommes maintenant au grand complet. Alors je suis malheureusement, cher Raphaël, tu le sais, je te l'ai dit en coulisses, je suis chargé de ce mandat très ingrat qui est de vous faire parler, bien sûr chacun, de vous introduire, de vous présenter, mais surtout de vous coupler le sifflet à chacun. Je suis désolé, après 2 minutes 30 d'exposé, donc on est vraiment sur des exposés d'ordre militant. Je suis désolé Raphaël, mais il va falloir se plier à cette règle. C'est le rappel à la loi symbolique, je suis désolé, c'est comme ça. Et donc on va commencer par notre amie Delphine Horviller, et j'espère que tu vas tenir le temps, parce que sinon tu vas être grondé par les organisateurs. Non, il y a une exception pour les rabbins, non? Un petit prêche. Chers amis, bonjour à tous. Alors chaque fois, je vais parler très vite. Chaque fois que j'évoque Charlie, je suis de retour à la date du 15 janvier 2015. On est quelques jours après les attentats et après les manifestations. Et beaucoup d'entre nous sont réunis au cimetière Montparnasse. Moi, je viens y mener l'enterrement d'Elsa Khayat. J'aimerais honorer sa mémoire tout particulièrement en cet instant. Ce jour-là, il fait très froid, on se bouscule dans les allées du cimetière et alors la sœur d'Elsa me prend la main et elle me présente à tous ses proches en leur disant quelque chose de totalement improbable. Elle leur dit « Ne vous inquiétez pas, c'est un rabbin laïque ». Et alors cette expression assez insensée, qui voulait sans doute promettre à la famille que j'allais pas les, entre guillemets, saouler avec des bondieuseries ou quelque chose comme ça, eh bien cette expression m'a poursuivie et m'a hantée. Et j'ai fini par me l'approprier. Parce qu'à mon sens, elle dit quelque chose de très juste sur la bénédiction. La bénédiction constitue pour chacun de nous, quelle que soit notre fonction ou notre titre ou notre appartenance, cette laïcité, dès lors qu'on reconnaît qu'elle est un espace en creux, un cadre où il y a suffisamment de vide et de vacances et de place et d'oxygène pour que quelqu'un d'autre y respire. Quelques semaines plus tard, il y a une équipe de Charlie Hebdo qui est venue me rendre visite à la synagogue où j'officie pour y faire un reportage. Et il se trouve que ce jour-là, je recevais dans la synagogue un groupe de collégiens d'une banlieue parisienne. Il y avait beaucoup de ces élèves qui étaient des jeunes musulmans, qui n'avaient jamais mis les pieds dans une synagogue. Et sur les murs de ma synagogue, il y a 3 mots qui sont gravés en hébreu, tirés de la Bible. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, ce qui veut dire « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et je me souviens qu'à un moment donné, il y a un petit collégien qui s'est tourné vers moi et qui m'a dit « Qu'est-ce que ça veut dire ces 3 mots ?» Je lui ai dit « C'est simple. C'est la phrase la plus célèbre de toute la Bible. D'après toi, qu'est-ce que ça peut être ?» Alors à ce moment, il a réfléchi et il m'a dit « Liberté, égalité, fraternité ». Alors là, j'avoue que je suis restée un peu sidérée.
Et finalement, le reportage est sorti quelques semaines plus tard. Et Coco, avec un immense respect pour la fonction rabbinique, m'a dessiné avec une barbe et des papillotes. Sauf qu'au lieu de les placer autour de mon visage, elle les a accrochés à mon maillot. Et alors là, je me suis dit que Charlie allait vraiment trop loin et déclarait la guerre au monde de l'épilation et que vraiment... Vraiment, il cherchait les problèmes. Plus sérieusement, pourquoi vous raconter ces anecdotes dans le peu de temps qui me reste maintenant? Parce qu'à mon sens, ces moments de décalage et de rire racontent précisément ce que dans une société peut être un pilier de résistance et un pilier de résilience et d'élévation. La capacité de rire et surtout de rire de soi. Parce que rire de soi, c'est toujours la condition première pour penser contre soi. Et penser contre soi, c'est précisément, à mon sens, la promesse que nous a fait il y a fort longtemps la République, quand elle garantit au sujet de pouvoir parler à la première personne du singulier et pas à la première personne du pluriel. Et c'est ce qui est précisément menacé dans un temps de communautarisme, quand nous sommes étouffés par des empathies sélectives pour son clan ou pour sa famille, quand nous sommes asphyxiés par des discours qui nous font croire ou nous font dire à certains qu'on doit d'abord une fidélité aveugle et inconditionnelle ou non critique à son clan ou à son ethnie ou à sa tribu. Et alors on finit par croire que seul un juif comprend un juif et un musulman comprend un musulman et un gay comprend un gay et seules les femmes peuvent se dire féministes et que chacune de ces communautés n'a qu'à se débrouiller pour se faire entendre, se faire pardonner, se faire protéger. Et alors c'est toute une promesse universaliste et une certaine idée humaniste qu'on emmène droit au cimetière. Alors pour moi, dire encore « je suis Charlie », c'est très concrètement refuser cet enterrement-là. C'est dire qu'on est les enfants d'un autre idéal et d'une autre promesse, une promesse dont un journal, une gardienne de la paix et une épicerie cachère se sont fait un jour les étendards, et une promesse qui nous oblige à porter à notre tour, et pour longtemps, ce combat avec des mots et avec des dessins et avec de l'humour, avec des idées, avec un esprit critique, avec tout ce qui fait une certaine idée de l'universel et de la République. Merci. Merci infiniment Delphine. Caroline, comment êtes-vous toujours Charlie aujourd'hui, 3 ans après les événements? J'ai pas trop à me forcer. Ça va encore. Alors, je le suis avec une vraie boule au ventre. Je vais rebondir sur ce que disait Elisabeth tout à l'heure, sur le fait que ce mois de janvier, ce début de mois de janvier, il est toujours un peu difficile. Je sais combien il est difficile pour toutes les familles, tous les proches. Je pense à mes camarades Gérard et Marika qui sont là de Charlie. Je sais que cette semaine, on ne la voit pas arriver avec gaieté de cœur. Et j'ai presque envie de vous dire que c'est presque de plus en plus dur. Quand ce massacre est arrivé, il y avait quelque chose qui nous tenait, qui était la rage d'essayer de tenir debout et qui était d'essayer d'expliquer au monde qu'il venait de perdre et de ne pas laisser tous les salopards de la planète cracher sur leur cercueil. Et je me souviendrai toujours de Luz me disant « Tu vas voir, ils vont s'arrêter quelques jours et puis ils vont reprendre ». J'avais envie de croire que ça allait durer plus longtemps. Et c'est Luz qui avait raison, ça n'a pas duré très longtemps. Et je peux vous dire que quand on a connu tous ensemble des moments déjà d'adversité, quand on était tous ensemble, c'est-à-dire quand tous étaient vivants, au moment de l'affaire des caricatures, il y a 13 ans presque, quand on s'est déjà battu en essayant d'être extrêmement patient, d'être extrêmement pédagogue vis-à-vis de ceux qui crachaient sur cet acte de solidarité, simplement montrer des dessins au cœur d'une polémique mondiale pour faire bouclier vis-à-vis de la haine et protéger les dessinateurs danois. Je sais que beaucoup, et si vous êtes ici, vous savez dans cette salle, l'énergie qu'il faut, la patience, certains disent le courage, mais ce n'est pas le plus dur c'est la patience, d'expliquer et de réexpliquer à des journalistes anglais, à des journalistes américains qui vous traitent d'islamophobes, qui expliquent dans leurs journaux que Charlie Hebdo est un journal raciste, qui a voulu cracher sur les musulmans. Mais encore, quand c'est des problèmes
disons, de traduction culturelle. Le New York Times, on est habitué, il crachait déjà sur la loi de 1905. Il y a déjà des articles en 1905 pour expliquer que la France était un pays anti-religieux à ce moment-là. Mais quand c'est des intellectuels, quand ce sont des universitaires français qui ne veulent pas comprendre, et qui non seulement ne veulent pas comprendre, mais veulent interdire de penser. C'est beau ça pour des intellectuels d'interdire de penser quand même. Alors d'accord, il y a 12 ans, ils n'ont pas compris. Il y a 12 ans, ils nous ont craché dessus. Il y a 12 ans, ils ont expliqué dans tous les médias que Charlie Hebdo était un journal raciste, islamophobe, qui voulait faire de l'argent, qui voulait faire du commerce, et qui bien sûr ne prenait aucun risque. Ou comme une pétition l'a dit après l'attentat de 2011, c'est pas grave, l'assurance payera les frais, c'est pas grave, on va quand même pas pleurer sur eux. Tous ces gens, ils existent encore, tous ces gens, ils s'expriment encore. Ah non, mieux, il y a mieux maintenant, ils voudraient qu'on les plaigne comme des martyrs. Ça, c'est la dernière mode. En plus, il faudrait les pleurer comme des martyrs. Et ils continuent à cracher. Alors, pour répondre à ce que disait Elisabeth Badinter, c'est plus dur maintenant. C'est encore plus dur maintenant, 12 ans après et après le massacre, de devoir continuer à se justifier, à expliquer, à réexpliquer, à leur pardonner. Et rien qu'en venant à ce débat, rien que dans la salle, j'ai croisé quelques journalistes, mais ça fait déjà quelques jours que ça dure, qui commencent par vous dire « Mais alors pourquoi vous venez à un événement du printemps français ?» Alors déjà, vous leur expliquez que le printemps républicain, c'est l'inverse du printemps français, mais ça, ils n'ont pas tout à fait compris. La phrase d'après, ils vous disent « Mais quand même, c'est pas gênant cet événement où il y a des gens qui ont tous la même vision de la laïcité ?» Alors, déjà, vous leur dites, c'est pas trop grave, hein, vous savez, d'être pour la laïcité, il y a des choses pires dans la vie. Hein. Enfin, je sais pas, j'ai quelques idées, mais en plus, il se trouve que non, on n'a pas tous la même vision de la laïcité, on a des débats entre nous, on a des débats sur des questions de tel ou tel point d'application de la loi 1905, mais ça les intéresse pas. Parce que la question d'après, ils vous disent, oui, mais quand même, vous n'avez pas invité tout le monde. Et pourquoi vous n'avez pas invité? Et ils vous citent que des noms, qui sont des noms anti-Charlie, qui sont des gens qui ont calomnié Charlie Hebdo, qui sont des gens qui les ont désignés comme cible depuis 12 ans, qui les insultaient quand ils étaient vivants et qui continuent à les insulter alors qu'ils sont morts. Alors non, on va platement s'excuser. Je vais platement m'excuser auprès de certains confrères et intellectuels et journalistes. Je vais leur demander pardon, pardon, mais on est toujours Charlie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Et on le sera plus que jamais. C'est dur, Stéphane Rosès, d'être toujours Charlie. Évidemment, je suis toujours d'accord. C'est une question de mémoire et qui marque ma famille, puisque le hasard fait que mon fils, responsable de la communication bénévole de la Croix-Rouge, est arrivé de la première équipe des secouristes. Et je voudrais évidemment rendre hommage aux familles des victimes, aux blessés, ça a été fait, mais je crois qu'il faut le redire, aux forces de l'ordre et aux secouristes, à Charlie, à l'Hypercacher, ailleurs, ou au Bataclan. Je crois que c'est Elisabeth Badinter qui a dit à quel point, pour ceux qui avaient connu ça, et mon fils a passé la nuit au Bataclan, les seuls anniversaires, c'est un moment difficile. Et comment, évidemment, je lui ai proposé de venir aujourd'hui et il avait d'autres choses à faire. Donc, d'abord, une question de mémoire. Mais puisque la question des échanges, c'est de la mémoire au combat, la mémoire est quelque chose de nécessaire, bien sûr. Je suis confiant, comme Elisabeth Badinter et comme le sondeur Frédéric Dabi, sur le fait que les fondamentaux du pays sont républicains, réellement. 4 millions de personnes dans la rue, sans mot d'ordre, sans organisation politique. C'est des profondeurs du pays que s'est levée une réaction. Et ceux qui n'y étaient pas, au fond, pour l'immense majorité d'entre eux, s'ils n'y étaient pas, c'est qu'au fond, la République, pour eux, était un mot vide, un concept. Mais comme l'a indiqué Elisabeth Badinter sur nos débats, politico-idéologique ou philosophique, la bataille se fait maintenant à l'intérieur de qu'est-ce que la laïcité.
Et évidemment, la laïcité, ce n'est pas une religion, c'est une modalité de la République qui permet de faire vivre ensemble les religions, de sorte qu'il y a souvent, même chez les gens les mieux intentionnés, une confusion totale entre laïcité et œcuménisme. Le dialogue interreligieux n'a rien à voir avec la laïcité. La laïcité est la condition du dialogue interreligieux, comme l'a dit le rabbin Delphine Orviller. Alors, la mémoire, c'est évidemment une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante parce que ici, dans cette salle, il y a des acteurs que vous êtes au premier rang de cette bataille. Pour Charlie, du quotidien, on l'a entendu, dans les services publics, dans les territoires. Mais au fond, attention à la question de la mémoire. Ce n'est pas la mémoire qui va nous permettre d'aller au fondement de ce qui se passe, c'est l'histoire. La mémoire est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et là, il faut dire, les 4 millions de personnes dans la rue, c'était beaucoup plus que la défense de la liberté d'expression. C'était la défense du droit de caricature qui, depuis Rabelais, permet à un pays comme la France, qui n'a pas d'origine, depuis des siècles, par la farce, la satire, la fiction, la conversation, de dénaturaliser les origines, de distinguer l'individu de son statut, la croyance de l'appartenance à la communauté, le spirituel du temporel, de sorte que l'égalité des conditions, qui est la condition d'ailleurs de l'égalité sociale et qui marque notre pays comme aucun autre au monde, fait que Charlie, c'est depuis des siècles, depuis Rabelais, Marivaux, Molière, l'idée même que nous ayons engendré un Descartes qui distinguerait l'esprit que du corps, c'est notre modalité par le droit de se moquer de tout, de n'importe qui, de n'importe comment, de sorte que ce qui nous assemble comme Français, c'est une idée. C'est une idée, et aujourd'hui, cette idée s'appelle la République. Mais il faut rendre compte du fait qu'aujourd'hui, il y a un renfermement en France et ailleurs, comme l'a dit Delphine Orviller, où on ne se construit pas par rapport à l'apport aux autres, mais par rapport à la distinction des autres. Car effectivement, que nous disent ceux qui vont vers l'islamisme? Ils mettent en avant ce que serait notre hypocrisie entre les principes de la République et sa réalité. La République ne peut pas être seulement une morale, ça doit l'être, partout. Et les gouvernements antérieurs, souvent, n'ont pas été à la hauteur en la matière, dans les institutions, à l'école, dans la République. Mais on ne résoudra pas le problème si la question de fond qui est remettre en marche la République, c'est-à-dire redonner un avenir commun à notre pays, de sorte que la dispute commune puisse se déployer et qu'il y ait un raccourcissement de l'écart entre la mystique républicaine et la réalité politique au quotidien, si on ne résout pas ça, ici et maintenant, en France et en Europe, alors le grand renfermement qui nous affecte continuera. Donc, être Charlie, c'est tenir ferme sur les principes, la morale, mais seule la compréhension des raisons de la progression de l'islamisme, du communautarisme, des populismes et des renfermements nous permettront réellement de résoudre sur le fond ce sur quoi les islamistes et tous ceux qui se renferment font leur fonds de commerce, qui est de dénoncer l'hypocrisie qui serait celle des républicains. Eh bien non, nous devons maintenir à la fois l'idéal républicain, ne pas en rabattre là-dessus, ne pas accepter l'idée qu'il y aurait une laïcité ouverte ou une laïcité fermée. Il y a une laïcité. Par contre, les politiques économiques en France et en Europe doivent donner le sentiment au peuple et à notre jeunesse qu'elle maîtrise toujours son avenir et que seule la technique et l'efficacité économique ne peut pas être notre seule ligne d'horizon. Merci de votre attention. Du travail.
Manifestement, il y a encore du travail. Alors, Stéphane Rosès le disait, Pascal Bruckner à l'instant, il disait les fondamentaux du pays sont plutôt bons. Autrement dit, ils sont plutôt Charlie, ils sont plutôt majoritairement toujours Charlie. Est-ce qu'on peut en dire autant des fondamentaux des intellectuels français, Pascal Bruckner? Je pense qu'il y a un paradoxe, Charlie. Si vous regardez les couvertures de ces dernières années, on les a toutes vues. Jésus sur la croix qui perd un clou et qui dit « vite un clou, je glisse ». Moïse dans son bain qui perd son savon et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les eaux du bain comme il a ouvert les eaux de la mer Rouge. Plus récemment, Jésus qui sodomise le pape qui sodomise un petit garçon. Sœur Emmanuel disant au seuil du trépas « Je suis heureuse d'aller au paradis car je vais sucer beaucoup de queues ». Voilà, c'est ça l'esprit Charlie. Est-ce que les catholiques ou les juifs sont allés égorger les dessinateurs de Charlie? Non. Qu'ont-ils fait? Ils ont protesté. Pour certains, ils ont fait des procès parce que le procès, c'est la forme civilisée du désaccord. Mais à partir du moment où l'on exprime son indignation par le meurtre et l'égorgement, alors on franchit un pas qui est évidemment celui de la barbarie. Et c'est cela précisément dont Charlie est le symptôme. Mais il me semble aussi que Charlie, comme ça a été dit tout à l'heure par quelqu'un, est beaucoup plus que Charlie Hebdo. Il est aussi le symbole d'une transformation de notre perception de l'islam en France. C'est-à-dire que malgré lui, Charlie Hebdo, par ses satires et par ses caricatures, aura réussi à normaliser l'islam, à ne plus en faire ce corps étranger dans l'espace de la République, mais une religion parmi d'autres, et une religion qui vit côte à côte avec le christianisme, le bouddhisme et les autres. Et de cette normalisation, c'est ce dont ne veulent ni les islamo-gauchistes, ni les fanatiques. Les islamo-gauchistes, parce que pour eux, l'islam, c'est définitivement la religion des opprimés, c'est un prolétariat de substitution, et par conséquent, on ne peut pas le banaliser, il faut au contraire le tenir toujours hors de la normalité. Et les fanatiques, les islamistes, parce qu'il est inadmissible à leurs yeux que l'islam soit une religion parmi les autres, puisqu'au contraire, il est cette confession unique qui devrait périmer toutes les autres. Et donc, sur ce plan-là, Charlie Hebdo a rendu un service immense à la République française. Je propose donc que l'on érige à ce magazine un monument à Charlie, la patrie reconnaissante. Merci pour cette proposition, cette belle proposition. On espère qu'elle remontera jusqu'au sommet de l'État cet après-midi. J'imagine que le président de la République finira par en être informé par l'un de ses conseillers. Alors Raphaël, cher Raphaël, il a été patient, Raphaël. Je sais qu'il proteste un peu intérieurement contre la contrainte temporelle qui nous est imposée. J'en suis désolé. C'est une contrainte dont je suis familier. Et je n'en suis qu'un modeste émissaire, Raphaël. Mais comment, à partir de votre position d'intellectuels engagés, de chroniqueurs, de journalistes, comment est-ce que l'on mène cette bataille culturelle dont Gilles Clavreul nous disait tout à l'heure dans la précédente table ronde qu'elle est aujourd'hui si importante et peut-être aussi si fragilisée? En combattant pour des nuances. Être Charlie, c'est combattre pour des nuances. C'est tout le paradoxe d'ailleurs, c'est que derrière l'outrance de Charlie, les outrances bien connues de Charlie, Charlie combat pour des nuances. Et pour des différences qui sont des différences fondamentales. 5 différences, très rapidement, 30 secondes pour chacune. La différence entre le blasphème et le racisme. J'ai 30 secondes pour vous en parler. La différence entre le blasphème et le racisme. Attaquer une religion, ça n'est pas s'en prendre à une communauté. Le problème, c'est qu'on vit sous le régime d'une arnaque. Cette arnaque, c'est le mot islamophobie qui désigne le racisme. L'avantage d'un public éclairé, c'est qu'en 30 secondes, évidemment, on peut passer à autre chose. Bref, c'est un mot qui met dans le même panier la critique d'un dogme religieux et la haine d'un groupe humain et qui met dans le même panier Cabu et Jean-Marie Le Pen. C'est un mot scandaleux. C'est un mot qui est une arnaque et si, comme on parle, on pense, ce mot-là est un adversaire considérable.
L'autre différence, l'autre nuance, c'est la différence qu'il faut faire entre la caricature et l'irrespect. Je veux dire, combien faut-il mépriser les gens pour les croire incapables de faire la différence entre la caricature et l'irrespect? Celui dont on se moque est mis à la même enseigne que tous les autres. C'est une marque de respect. Celui dont on ne veut pas se moquer parce qu'on a peur de ses réactions est méprisé et traité avec condescendance. L'islamophobie, en l'occurrence, est dans cette fausse défense de l'islam. Troisième différence évidente, c'est la différence entre la foi et le fanatisme. C'est une phrase de Nietzsche. Le besoin d'une foi puissante n'est pas la preuve d'une foi puissante, c'est le contraire. De fait, personne ne croit moins en Dieu que celui qui croit que Dieu a besoin d'un coup de main. Ou que... La meilleure preuve de l'impiété, c'est l'intolérance. Celui qui, au nom de sa religion, ne permet pas à quelqu'un d'autre d'en avoir une autre, prouve par là même qu'il tourne le dos à sa religion ou à ce qu'elle pourrait signifier dans le meilleur des cas. Autre nuance, la différence qu'il faut faire aussi entre la défense et l'adhésion. Dire « je ne suis pas Charlie », c'est complètement idiot. Pour une raison très simple, c'est qu'il ne s'agit pas quand on dit « je suis Charlie », mais ça vous le savez mieux que personne, il ne s'agit pas quand on dit « je suis Charlie » de dire « j'adhère à Charlie Hebdo, je m'abonne à Charlie Hebdo, je souscris à tous les dessins de Charlie Hebdo et le cadavre du petit Elan devant une affiche du McDo, ça me fait marrer ». Non, on s'en fout des dessins de Charlie. Ce qui compte, pardonnez-moi, ce qui compte, ça n'est pas ce qui est représenté dans Charlie, c'est ce que Charlie représente. Moi, j'adore Charlie Hebdo, mais bon, c'est mon problème, si vous voulez. Je suis tout à fait minoritaire, et tant mieux. Charlie Hebdo est un journal libertaire. Ce qu'il signifie, c'est la liberté elle-même. Et là, d'une certaine façon, nous n'avons pas le choix. Et enfin, la dernière différence, la dernière nuance, et j'irai très vite, mon cher Alexis, je sais que le temps presse, mais enfin, quand même, j'aurais l'impression de mentir par omission si je ne disais pas ça. C'est la différence qu'il y a entre l'huile et le feu. Ce que je veux dire, c'est qu'on vit sous le régime de gens extraordinairement sages, extraordinairement pondérés, qui s'attribuent à eux-mêmes des diplômes de clairvoyance et de pondération en disant qu'il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu, surtout en ce moment. Alors moi, je voudrais juste poser une question aux gens qui disent ça, surtout en ce moment. Parce que on prend les gens au pied de la lettre. Il faut tenir son interlocuteur, il faut lui prêter les vertus qu'il n'a pas, donc considérer qu'il est de bonne foi. Ok, surtout en ce moment. Donc, alors, à quel moment est-ce qu'on aura le droit de se foutre de la gueule les uns des autres, en fait? À quel moment est-ce que la société sera suffisamment pacifiée pour qu'on puisse se moquer les uns des autres? C'est comme les gens qui défendent la non-mixité en disant, vous savez, la non-mixité, ça ne vaut que tant qu'il y a du racisme. Le jour où il n'y a plus de racisme, il n'y a plus de non-mixité, promis juré. Oui, mais ça n'arrive pas. Le jour où les inégalités sont supprimées aussi, ce sera merveilleux. Mais ça, c'est le jugement dernier. Les gens qui disent ne pas jeter de l'huile sur le feu en ce moment sont des gens qui, à dessein, font comme si ce moment-là durait, savent implicitement que ce moment-là durera toujours. Celui qui dit en ce moment, celui-là le dit pour toujours. Il réprouve à jamais, il censure à jamais des comportements qu'il réprouve. C'est ça son but, c'est ça son objectif. Cette formule est une arnaque. Et surtout, on oublie l'essentiel, c'est que le problème, c'est le feu, c'est pas l'huile. Merci. Je suis encore désolé, hein. C'est plus court que sur Europe 1, mais c'est tout aussi efficace. Vraiment, un grand merci Raphaël, un grand merci à toi. Vous avez été très silencieux, vous avez été très concentré aussi en écoutant les témoignages de cet après-midi. Jean-Luc Petit-Huguenin, on est très heureux et honoré que vous soyez parmi nous. Est-ce que c'est vrai qu'il faut arrêter justement d'avoir peur de jeter de l'huile sur le feu, comme l'a si justement suggéré Raphaël Enthoven? Est-ce que c'est vrai que ce chantage à ne pas jeter de l'huile sur le feu doit cesser? Mais nous, dans notre entreprise, on a essayé de faire qu'il n'y ait pas d'huile sur le feu et qu'on puisse pratiquer le vivre ensemble. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la laïcité. Donc je reprendrai des propos qui ont été tenus à l'instant. Je crois qu'il y a foncièrement la laïcité est comprise en France et je vais en faire le témoignage. En deux mots, il n'y a pas seulement des philosophes et des intellectuels qui se sentent Charlie cet après-midi, il y a aussi des entreprises qui pensent qu'on peut être Charlie et que c'est un débat important pour la France. Dans mon cas, c'est très simple. J'ai créé mon groupe il y a 25 ans, je suis parti de zéro. Aujourd'hui, on est 8000 salariés. Et il y a 5 ans,
ou 4 ans et demi, j'ai fait voter une charte de la diversité et de la laïcité. Alors une charte de la diversité, il faudrait déjà comprendre pourquoi. Parce que quand on mène un combat, quand j'ai créé mon groupe, j'ai imaginé que la diversité était la clé de voûte de mon entreprise. Donc forcément, des gens de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les races, mais des hommes et des femmes, et des discriminations dont on parle moins, les discriminations entre les jeunes et les vieux, on ne recrute pas de seniors, les discriminations autour du handicap, les discriminations autour des diplômes. Et quand j'ai fait ça à l'époque, on m'a dit bah, tu vas juste te casser la figure parce que les gens qui ont des bonnes intentions comme ça, ils se cassent la figure. Visiblement, 1,5 milliard de chiffre d'affaires après, c'est pas tout à fait vrai. Et dans ce grand combat contre les discriminations, on est arrivé un jour à froid, sans avoir de problème, à se poser la question de est-ce qu'un champion de la lutte contre les discriminations, il est pour le voile chez lui? Est-ce qu'il est pour les salles de prière, etc. On a réfléchi. On a fait 52 débats laïcité, un dans chaque usine. Et la procédure est tout à fait importante parce qu'à la suite de ça, on a fait un référendum et on a dit aux gens est-ce que vous voulez appliquer une charte de la laïcité en entreprise? C'est-à-dire faire comme à l'école ou comme dans les services publics, c'est-à-dire on n'affiche pas ses opinions parce que on pense que c'est plus compliqué quand on a des opinions trop tranchées, le vivre ensemble. Je précise en plus que Paprec, c'est une entreprise dans laquelle il y a 65 pays d'origine, 46 nationalités différentes. Et donc, à l'occasion de ces débats laïcité, j'ai découvert que j'avais des bouddhistes, des orthodoxes et des athées. Des gens, et oui, parce que la laïcité garantit le droit de ne pas croire. Et là, ce qui est intéressant dans ce débat-là, on est arrivé à une conclusion très intéressante, c'est au fond, la laïcité protège les croyants modérés et combat les croyants fanatiques. Et c'est exactement ce point-là qu'on a malheureusement découvert à l'occasion de Charlie. C'est-à-dire que les fanatiques pouvaient être suffisamment fous pour pouvoir tuer des gens parce qu'ils étaient aux terrasses de café, tuer des gens parce qu'ils allaient au concert et, j'allais dire pire encore, retrouver ce fanatisme 70 ans après qui a conduit à tuer des gens parce qu'ils étaient juifs, tout simplement. Et donc cette horreur qu'on a vécue, et nous on a fait notre charte de la laïcité juste avant, eh bien on la combat. Et on la combat, et là je vais me tourner, Monsieur Valls, si vous m'autorisez, je vais me tourner vers les politiques, en disant que l'aspect qui est quand même tout à fait étonnant aujourd'hui, c'est que toute la législation est désormais conduite sur ces sujets-là, non plus par les politiques, mais par le pouvoir judiciaire, puisque moi, ma charte pour savoir si elle est autorisée ou pas, c'est d'abord la Cour européenne des droits de l'homme qui a émis des avis cet été, des avis très éclairés et extrêmement intéressants. Elle n'a d'ailleurs pas jugé le cas Paprec, puisque nous on a mis une charte de la laïcité, qu'on soit en contact avec le public ou qu'on ne le soit pas, au titre du vivre ensemble. Et quand même, on l'a voté tous ensemble. Il y a 4500 personnes qui ont quand même mis un bulletin de vote. On arrive, de toute façon, je sais que mon score, je ne battrai jamais. On a eu 100% de gens pour. Et ça veut quand même dire quelque chose. Quand vous évoquez le fait que, au fond, c'est compris, eh bien, je vais rebondir. Les valeurs de la République sont beaucoup plus comprises qu'on l'imagine par nos travailleurs qui viennent de l'étranger et qui approuvent les valeurs de la République. Mes femmes issues de l'immigration maghrébine, elles ne veulent pas porter le voile en entreprise, elles se sentent protégées parce que je leur interdis. Les gens qui ont été discriminés dans tous ces pays, qui parfois ont été torturés pour leurs idées, ils se sentent protégés par les valeurs de la République. Et donc oui, les entreprises, nous nous sentons Charlie. Merci infiniment. Grâce à vous, le cercle de la raison laïque s'est un peu élargi. Vous allez nous aider justement à propager dans la société cette parole si importante. Alors on l'a gardée pour la fin. Tu es un peu notre sage là sur cette table ronde. Non pas que les autres ne le soient pas, mais tu l'es peut-être plus encore. Car c'est vrai que
depuis plusieurs décennies, tu as mené un travail de fond sur les racines intellectuelles de la laïcité. Et j'ai envie de te demander tout simplement, chère Catherine, est-ce que tu partages les inquiétudes, la voix d'inquiétude et de vigilance qui a été celle d'Elisabeth Badinter tout à l'heure quand elle nous a rendu visite, quant aux destinées immédiates, peut-être dans les semaines qui viennent, de la laïcité, de la conception qu'on doit s'en faire? Oui, bonsoir. Et oui, je partage cette inquiétude et je vais vous proposer une petite réflexion sur un mécanisme qu'on a évoqué à plusieurs reprises dans cet après-midi, c'est le retournement victimaire. Il en a été question à plusieurs reprises. Dans Charlie Hebdo du 30 mars 2016, Riss écrivait « La première mission des coupables, c'est de culpabiliser les innocents, c'est d'inverser les culpabilités. » Ce retournement victimaire, nous le vivons depuis très longtemps. Nous l'avons vécu avec Elisabeth Badinter de manière très civilisée en 1989, lorsque nous avons publié l'appel « Profs, ne capitulons pas ». C'était nous, les ségrégationnistes, alors que nous proposions justement une respiration aux jeunes filles qui pouvaient enlever leur voile et puis le remettre à la sortie. Mais c'était nous, les ségrégationnistes. Depuis tant d'occurrences, on peut penser, et qui sont devenues graves, qui se sont alourdies, ou qui l'étaient déjà, comme Rushdie. Pensons à Redeker, pensons à Theo Van Gogh, qui l'a payé de sa vie. Il faut rappeler tout cela. En 2011, cela a été rappelé, après l'incendie dont Charlie Hebdo a été la victime, des belles âmes se sont pincé le nez. Beaucoup d'intellectuels qui nous ont dit « oui, mais ». C'est pas bien de menacer, mais il y aurait de mauvais usages de la liberté. Alors ça, ce recours au concept philosophique de liberté, je me mets en garde contre ce recours parce qu'il est toujours utilisé pour abolir la liberté formelle. Il faut donc rester ferme sur les libertés formelles. Traduisons-les, c'est tout simplement l'argument du violeur déguisé en théorie philosophique. La structure ne cesse de se reproduire, s'empresse de souiller la mémoire de ceux qui ont été assassinés en 2015. Vous connaissez toute la suite. On a pu voir concrètement que ce retournement ne se contente pas de limiter la liberté d'expression, il excuse l'assassinat. On pourrait continuer. Or, ce retournement, je me suis interrogée sur cette résurgence, ce fait que ça plombe les choses, que ça revient constamment. Eh bien, ce retournement, il est multiforme. Nous le vivons, nous en avons l'expérience sous forme anecdotique. Quel piéton n'a jamais été accusé par l'automobiliste ou le scooter qui a failli le renverser d'être coupable, de ne pas être là ou d'être là où il ne devait pas être, à savoir sur un passage pour piétons ou sur un trottoir. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Et là, nous en avons l'usage sanglant. C'est de sa propre faute, en fait, que le conducteur accuse le piéton. Il se reconnaît. Il se reconnaît. Voilà ce que décrit Charb, page 32 de sa lettre aux escrocs de l'islamophobie. Je cite. « Qui sont les islamophobes ? Ceux qui prétendent que les musulmans sont suffisamment cons pour s'enflammer à la vue d'un dessin grotesque. Ils se reconnaissent. » Les innombrables occurrences anecdotiques, tragiques, c'est celui qu'il dit qui est, viennent du fond des âges. Le théâtre classique reprend un thème antique, il en fournit une version épurée. Thésée se hâte de condamner son fils Hippolyte, qu'il croit coupable de viol et de tentative de meurtre sur la personne de Phèdre, puisqu'il s'empresse de reconnaître en son fils ses propres turpitudes. C'est donc par haine de lui-même qu'il effectue ce retournement. Rester Charlie toujours aujourd'hui, c'est sans relâche souligner et dénoncer ce hideux et inlassable retournement, cet abject mouvement de culpabilisation qui trop souvent repose sur une détestation de soi-même, alors même en lisant Racine et Euripide, je suis Charlie, je suis Charlie. Alors, le cœur de ce mouvement de retournement, on l'a dit aussi durant cet après-midi, c'est le respect.
le respect. Charb, Lettre aux escrocs de l'islamophobie, page 56, du respect érigé en principe premier. Voilà le pivot. Eh bien, on a parlé de blasphème, du droit au blasphème. Dans une république laïque, il n'y a pas de blasphème. C'est complètement hors sujet. Il n'y a de blasphème, ça a été dit, que pour ceux qui y croient. Eh bien, ce délit de blasphème, donc, qui n'existe pas dans la législation laïque et qui d'ailleurs tend à disparaître de pas mal d'états de droit en ce moment, assez récemment, eh bien, néanmoins, il est toujours à l'œuvre. Il est toujours à l'œuvre comment? Eh bien, par l'intermédiaire de cette notion de respect et par un retournement, là aussi, par un retournement subjectif. Ce n'est plus au nom d'un dieu ou d'un prophète qu'on va vous poursuivre pour blasphème. C'est parce que vous avez blessé la sensibilité des croyants. Nous avons donc une sorte au fond, de juridisation d'un moment psychologique. Ça, je crois qu'il faut le savoir, il faut savoir comment ça fonctionne, c'est extrêmement dangereux, et ça pose d'ailleurs un beau problème philosophique que je ne vais pas vous épargner, Au fond, tout se passe comme si les croyances, les convictions étaient indissolubles, ne pouvaient pas être dissociées de la personne. C'est pire que la couleur de mes yeux, parce que je crois qu'on peut changer la couleur de ses yeux maintenant. Hein. Eh bien non, vous portez vos croyances comme une fatalité. Ça fait partie de vous, et donc quand on les blesse, eh bien on blesse votre personne. C'est grave. Donc voilà comment les choses se passent, et là ce n'est pas seulement l'islam politique qui utilise cet argument, c'est aussi le catholicisme intégriste qui va devant les tribunaux, qui dit « Attendez, moi je suis blessé, mais moi je ne suis pas croyante et tous les jours j'entends des horreurs sur les mécréants, sur l'athéisme, etc. Ça ne me fait ni chaud ni froid. » Donc, face à cela, je termine, cher Alexis, face à cela, rester toujours Charlie, c'est rester ferme sur la laïcité de la législation. La République assure la liberté de conscience, la liberté d'avoir un culte, on l'a dit, la liberté de n'en avoir aucun, de croire, de ne pas croire, d'avoir une conviction, et il faut toujours ajouter, de pouvoir en changer. Ainsi, et donc je réponds quand même à votre question, la liberté de non-appartenance est fondamentale. Elle conditionne toute appartenance possible. La liberté de non-conviction conditionne toute conviction, précisément parce qu'elle renvoie à sa fragilité. Aucun contrat social n'est acceptable s'il ne rend pas possible le promeneur solitaire. Merci beaucoup, merci Catherine pour c'est pas la conclusion, c'est pas fini. Hein. L'après-midi ne fait que commencer, si j'ose dire. On est sans doute à 60% des débats. Et encore une fois, on remercie tous nos auditeurs de leur attention très, très soutenue et de leur enthousiasme aussi, car on en a besoin. Mais en tout cas, tu viens de nous aider très clairement avec nos 7 amis à poursuivre justement ce travail contre le grand retournement que tu as décrit. Et le moment est venu de vous remercier chacun. Merci infiniment, Raphaël Enthoven. Merci Delphine Orviller, merci Catherine Kinsler, merci Jean-Luc Petit-Huguenin, merci Pascal Bruckner, merci Caroline Forest, merci cher Stéphane Rosès.